Mercredi 17 janvier 2024, au programme, le retour de la BMF à l'UFC 300. Sean Strickland, un champion si particulier. Sterling et Hooper s'affrontent cette semaine en grappling. Et bien sûr, toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Alors sachez qu'être champion peut vous empêcher d'aller faire vos courses au supermarché du coin, et c'est ce qu'explique avec une pointe d'humour le champion des poids moyens Sean Strickland. Alors bien sûr, il n'y a pas que des inconvénients à être champion, et les rentrées d'argent notamment sont une bonne compensation, même s'il avoue que s'il était un peu moins trash dans ses discours, il pourrait avoir de plus gros contrats de sponsoring, citant par exemple Reebok ou Nike. Il se considère aussi comme un des combattants les plus sérieux et n'a pas du tout été surpris de sa victoire contre Adesanya, parce que la journaliste lui dit, la plupart des gens ils ont été bluffés par ta performance, et lui il dit non pas du tout, moi depuis que j'ai 15 ans je m'entraîne très dur avec l'élite, je bois pas d'alcool, je sors pas, j'ai quasiment pas de vie à part faire de la moto et puis utiliser des armes à feu, et sinon tout le reste c'est que l'entraînement, et pour lui être champion c'est illusoire. Il fait pas partie des gens, selon lui, qui font marcher la société, qui se lèvent tous les matins et qui ont un emploi utile. D'ailleurs, il raconte une anecdote, il se promenait un jour dans les rues de San Diego et il croise un père avec ses 2 enfants, et le père vient et puis le félicite pour sa carrière. Et lui, il lui répond non, mais c'est plutôt à moi de te féliciter. Toi, tous les matins, tu te lèves, t'as un métier utile, tu te sacrifies pour élever tes enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, là, je vais juste aller me promener, je vais aller faire un tour sur un bateau et c'est tout. Moi, je suis juste là pour le spectacle. Et concernant son altercation avec Dricus du Plessis en décembre dernier, il est convaincu que l'UFC a fait en sorte de les asseoir l'un à côté de l'autre, et il l'a dit, moi vous me connaissez, je pars au quart de tour, si on me chauffe un petit peu, ça y est, je suis parti. Mais sinon, sur le combat en lui-même qui l'attend, il décrit Dricus du Plessis comme un combattant tellement maladroit qu'il peut parfois réussir à être surprenant, mais il lui reconnaît quand même une certaine agressivité et une ténacité. Bon ça, on peut pas lui enlever à Dricus du Plessis. Dricus du Plessis lui aussi forcément a donné des interviews cette semaine, et il est extrêmement reconnaissant envers sa team du sacrifice qu'ils ont fait pour l'aider à se préparer pour son title shot, le premier pay-per-view de l'année étant un des pires puisqu'il impose un camp d'entraînement et des sacrifices au moment des fêtes de fin d'année. Concernant ses propos sur Sean Strickland, il les maintient, insistant sur le fait qu'il n'a fait que se défendre et que Strickland ne peut pas décider de la limite du trash talk quand il a passé sa carrière entière à avoir des propos sur les uns et les autres. Il est aussi convaincu qu'il a réussi à se glisser dans la tête de Strickland suite à la conférence de presse. Quand il entend les proches de Strickland expliquer que Sean est dans la forme de sa vie parce que les propos l'ont motivé, il n'y croit pas du tout, bien au contraire, il le dit. Moi, quand j'entends ça, ça me met plutôt la puce à l'oreille de me dire « Oh là là, Sean, il est pas au mieux dans sa tête » et on essaye un peu de le rassurer autour de lui. Et puis toujours selon lui, la bagarre dans le public justement, elle a rendu le combat beaucoup plus intéressant pour les fans, mais il assure que c'était pas faux et qu'il a sa part de responsabilité là-dedans. C'est lui qui a titillé Sean Strickland devant la caméra, donc il reconnaît ses torts. Sur cette même carte, on aura aussi Arnold Allen, et Arnold Allen, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était face à Max Holloway en avril dernier. Depuis, différentes blessures l'ont contraint à rester loin de l'octogone. Il aurait pu revenir un peu plus tôt, mais c'était un short notice, et il a décliné l'offre. Sur son combat contre Holloway, il affirme avoir fait tout ce qui était en son pouvoir, la préparation, la stratégie, etc., mais c'était pas assez, il est tombé sur plus fort que lui. Quand on lui demande s'il a l'impression que des gars comme O'Malley ou Topuria ont eu une route plus facile vers la ceinture, et il explique que pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs, et que Holloway faisant partie des meilleurs, il devait absolument le battre. Son prochain combat, c'est ce week-end contre Evloev, combattant qu'il prend très au sérieux, et qui lui permet en cas de victoire forcément de rester dans le top de la catégorie. On passe du MMA au grappling, mais vous allez voir, ça concerne 2 combattants de MMA, puisque le 19 janvier, donc là c'est vendredi si je dis pas de bêtises, Aljamain Sterling et Chase Hooper vont s'affronter dans un match de grappling à l'ADXC2 à Abu Dhabi. Alors ça a l'air d'être un gros show, c'est seulement la 2e édition, mais je vois ils signent des mecs de l'UFC à fond, ils les font venir à Abu Dhabi, etc. Je pense qu'il y a de gros moyens derrière. Alors d'après Sterling, c'est une façon de rester actif et de continuer à être en compétition. Il ajoute aussi que ça va lui permettre de prendre de l'expérience contre un adversaire dont le corps a des similitudes avec celui de son prochain adversaire à l'UFC 300, je le rappelle, Calvin Kattar. Concernant le match de grappling, il espère que ce sera un beau combat qui donnera envie aux novices de regarder ce sport plus régulièrement. Alors c'est vrai, je lui donne pas tort, parfois il y a des combats de grappling, et encore pire en jiu-jitsu brésilien, moi je le pratique, mais j'avoue qu'il y a des combats, quand tu regardes, c'est un peu chiant les mecs qui se tirent. En JJB, je trouve que c'est le pire. Pour un novice, pour un mec qui connaît pas, tu vois des gars assis l'un en face de l'autre à se tirer le kimono. J'avoue que c'est chiant à regarder. Puis le grappling, quand il se passe rien, quand les mecs sont dans la garde l'un de l'autre, forcément, tu vends ça à des passionnés, à des mecs qui connaissent, mais monsieur, madame, tout le monde, ça leur prend la tête, faut être honnête.
Il est aussi bien conscient que le vrai test, la vraie compétition, ce sera contre Calvin Kattar, qui selon lui est un adversaire dur à amener au sol, mais par contre s'il arrive à lui amener avec suffisamment de temps restant dans le round, il est assez confiant sur la suite des choses. Lorsqu'on lui demande les autres points forts de son adversaire, il cite le striking bien sûr, ainsi que son cardio et sa résistance. Forcément, suite au combat qu'il avait fait contre Max Holloway, on a vu que pour faire abandonner Kattar, il en faut. Et je rappelle qu'on n'a pas vu Sterling dans un combat de MMA depuis le mois d'août et sa défaite face à Sean O'Malley. Il explique que c'était sa volonté, il avait besoin de temps de repos. Il était assez déçu et frustré de ne pas avoir pu savourer sa victoire face à Henry Cerudo, qu'il a battu au mois de mai, puisque aussitôt il avait dû se remettre en selle et préparer le combat contre O'Malley qui a suivi au mois d'août. Le journaliste lui demande ensuite si une victoire contre Kattar lui donnerait un title shot. Il répond qu'avec une performance moyenne, par exemple le combat Adesanya-Romero, il se doute bien que non, mais s'il fait un gros combat, il pourrait placer son nom dans la conversation. Et bien sûr, l'idée de base, il l'avait dit et répété, c'était de combattre Holloway, mais il comprend que Holloway avait d'autres plans en tête, et on va en parler jusqu'après, puisque Holloway, ça y est booké et va affronter Justin Gaethje. Toujours dans cet événement de l'ADXC2, on a Sidney Outlaw qui va affronter Terence McKinney. Donc écoutez, Terence McKinney, combattant UFC, donc lui aussi sera de la partie. Et on attaque le gros dossier du jour. Justin Gaethje et Max Holloway vont s'affronter à l'UFC 300 pour la BMF. Alors la BMF, on le savait au début, c'était un truc très promotionnel, excusez-moi. Ça l'est toujours. Je rappelle que l'idée était venue de Ned Diaz qui, après sa victoire contre Anthony Pettis, avait appelé Jorge Masvidal et avait dit on va se battre pour le titre du BMF. Et puis après, ça a pris de l'ampleur. Masvidal a battu Diaz. Ensuite, Gaethje a battu Poirier, il a pris la ceinture. Et puis bon, bah là, Gaethje contre Holloway, c'est cool pour les deux. Alors, il y a quelque chose, j'ai vu un truc sur les réseaux. Je crois que c'est Chris Genate, je veux pas écorcher son nom, vous connaissez si vous suivez les MMA, qui dit mais attendez, Gaethje là, il va être booké au mois d'avril. Makhachev, il veut revenir au mois de juin. Tsarukyan et Oliveira sont bookés, est-ce que c'est pas une route en or en cas de victoire de Benoît Saint-Denis au mois de mars d'avoir sa chance au titre contre Islam? Alors là franchement ce serait l'autoroute du succès. Il y a un livre qui s'appelle L'autoroute du millionnaire, ce serait l'autoroute du succès pour Benoît Saint-Denis. Franchement, vous imaginez passer de classer 12 à affronter Dustin Poirier, à affronter Makhachev. Alors on n'y est pas, hein. Là je suis peut-être en train de me faire un film complet, mais ce qu'a dit Chris c'était plutôt très intelligent et je lui donne tout le crédit là-dessus. Sinon le combat en lui-même ça va être dingue. Max Holloway, on va voir sa résistance, son cardio, il est connu pour envoyer beaucoup de coups, pas forcément avec énormément d'impact, mais un peu comme un Ned Diaz, il va te noyer sous une pluie de coups, et Justin Gaethje au contraire, il frappe comme une enclume, il peut t'endormir n'importe qui, ça va être un combat ultra intéressant. Et sur cette même carte, voilà, le vétéran Jim Miller est récompensé, il affrontera Bobby Green, beau cadeau pour Bobby Green aussi, on lui met pas un jeune tueur en face, et Bobby Green il a une carrière de dingue à l'UFC, on le remercie en le mettant sur la carte de l'UFC 300, je trouve que c'est très honorable de la part de l'UFC. Vous le savez, le PFL a racheté le Bellator, et on nous parlait d'une soirée champion PFL contre champion Bellator. Et bah cette soirée elle arrive le 24 février en Arabie Saoudite. Et franchement, tout se passe là-bas, là c'est dingue, on en reparlera après pour l'UFC justement. Et voilà, les champions vont s'affronter. Il y aura aussi Yoel Romero sur la carte, Hadji Makki, Thiago Santos, enfin vraiment ça va être un truc de fou, il y aura des champions, des anciens champions. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le combat de Chris Cyborg, bon écoutez, certains seront déçus, mais franchement très belle soirée, et si c'est en Arabie Saoudite, je pense qu'au niveau des horaires pour la France, on va être très bien. Alors je sais qu'il y en a qui nous écoutent du Canada, bah désolé pour vous, ce sera peut-être un peu moins bien, mais bon, pour une fois, d'habitude c'est nous qui devons nous lever en pleine nuit, ou nous taper les replays le dimanche matin, donc écoutez, c'est de bonne guerre. Un petit mot, une touche de légèreté avec Francis Ngannou qui était à Harvard. Alors c'est pas la première fois que Ngannou va à Harvard, ou je confonds, il était peut-être dans une autre université américaine, mais voilà, il semblerait que son cas, que sa vie soit étudiée à Harvard, et puis il a donné un petit discours devant les étudiants, là vous le voyez. Bon écoutez, c'est pas forcément une info MMA ou boxe, mais Ngannou en ce moment il est au sommet, franchement c'est un truc de fou. Il est partout, il réussit dans tout ce qu'il fait. Même quand il échoue, il réussit. Son combat contre Fury, je rappelle quand même qu'il l'a perdu. Alors on peut faire débat et débat, hein. Je sais très bien, le business de la boxe, il pouvait pas gagner par décision, etc. Mais c'est pour vous dire, on en reparlera dans la Minute Auditeur. Francis Ngannou, tout ce qui touche se transforme en or récemment. Et l'UFC 297, ça va être un peu l'UFC des records, l'UFC du renouveau, puisque sachez que ça fait plus de 6 ans qu'on n'a pas vu un combat pour le titre des poids moyens sans Israel Adesanya. Et pareil pour Amanda Nunes, puisque l'UFC 297 va marquer le premier combat pour les poids coqs féminines sans Amanda Nunes depuis le 5 mars 2016, quand Miesha Tate avait battu Holly Holm à l'UFC 196. Donc on peut dire qu'une nouvelle époque est en marche.
Et puis toujours dans les chiffres, Sean Strickland, depuis 2020, il a fait 11 combats, 8 à l'Apex. Alors Sean Strickland qui est en train de devenir quand même une star, je dirais pas superstar, mais il a une bonne petite hype, les gens aiment son personnage, on aime l'entendre parler, on aime le soutenir, ou on le déteste, hein, mais je parle en règle générale. Et pourtant 8 combats à l'Apex, donc ça veut dire 8 combats avec personne autour, hein, donc le calme plat. Je rappelle que les UFC Apex, ça a commencé... pendant le Covid, parce qu'il n'y avait pas de public, et maintenant c'est devenu la norme, on se tape des UFC Apex assez régulièrement, donc au début c'était drôle, on entendait les coachs parler, on entendait le bruit des coups, le bruit des low kicks, et maintenant ça devient un peu lourd, j'ai envie de dire. Et puis concernant Sean Strickland, alors on sait, on l'aime ou on le déteste, il est connu pour être une grande gueule, pour dire ce qu'il pense, pour aller parfois un peu loin dans son trash talk, mais sachez qu'il est soutenu par sa team, hein, notamment son coach Eric Nixick, qui dit moi j'ai aucun problème avec Sean, je le suis même pas sur les réseaux sociaux, et puis j'ai pas envie de le suivre, moi tout ce que je vois c'est ce qu'il fait à la salle, et à la salle il se comporte très bien, avec sa famille, ses amis et ses teammates, donc ses partenaires d'entraînement, donc pour moi c'est un rêve de travailler avec lui. On a Sam Alvey, vétéran UFC, qui est maintenant champion poids lourd du karaté combat, je vous le rappelle, on en a parlé il y a quelques semaines. Pareil, il parle de Sean Strickland, il dit ouais, on s'est entraîné ensemble à la Team Quest, c'était un super partenaire d'entraînement, il était cool avec tout le monde, mais il y a des gars qui a refusé de tourner avec lui parce qu'il y va trop fort. Ça on le savait, hein, Sean Strickland, il aime le sparring, il aime le sparring dur, il dit c'est pas le genre de mec à qui tu peux dire bon vas-y on y va 50%, aujourd'hui lui c'est 100% ou rien. Et puis on a un autre combattant, Brad Tavares, qui dit ouais si t'es sensible, c'est vrai que tu vas pas forcément aimer Sean Strickland parce qu'il dit ce qu'il pense, mais une fois que t'es passé à travers ça, tu te rends compte que c'est un mec qui donne tout pour toi et qui est toujours en train de t'aider, c'est vraiment une très belle addition pour la team. On va maintenant en Angleterre avec une petite photo, là on va passer à de l'actu en vrac. Thomas Pinal et Michael Venom Page qui se sont apparemment entraînés ensemble, donc je me doute bien, poids welter, poids lourd, ils font pas forcément des sparring 100% l'un contre l'autre, mais voilà, ils ont dû s'échanger quelques petits conseils. On a John Anik qui dit je combattrai en enfer pour que Tony Ferguson puisse être introduit au Hall of Fame. John Anik, il en veut du monde au Hall of Fame. On parlait hier ou je sais plus quand, il voulait Bruce Buffer et Joe Rogan. Là, il veut Tony Ferguson, mais bon, je peux pas lui enlever Tony Ferguson au vu de sa carrière. Il mériterait, même s'il a pas eu la ceinture, d'aller au Hall of Fame. Tim Kennedy, je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais il s'est rendu à l'entraînement avec Benoît Saint-Denis. Tim Kennedy, ancien combattant UFC, ancien militaire américain. Il a toujours une société, alors c'est en lien avec l'armée, il fait de la sécurité, etc. Je crois qu'il va chercher les ressortissants américains à l'étranger, puis il fait un peu de garde à la frontière aussi, je voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, il est venu s'entraîner avec Benoît Saint-Denis, et surtout il sort un livre, et c'est Benoît Saint-Denis qui écrit la préface. Donc je pense que c'est un vrai honneur pour Benoît Saint-Denis. Mohamed Mokaev, toujours lui, qui tweet 5 rounds de MMA sparring aujourd'hui, je suis toujours en train d'attendre, je veux combattre avant le ramadan. Donc vous savez, hein, il devait combattre sur la carte de l'UFC Arabie Saoudite au mois de mars, il semblerait que la carte soit annulée. Alors apparemment cette carte avait été déplacée, on apprend ça par Aaron Brosteter, qui est un gars plutôt fiable en général, qu'en fait la carte elle est déplacée à Las Vegas, donc les mecs qui devaient combattre sur cette carte en Arabie Saoudite vont peut-être combattre à Las Vegas, tant mieux pour eux, ils perdent pas un chèque, ils perdent pas une occasion de performer, et c'est tant mieux. Et puis on a Giga Chikadze qui appelle Josh Emmett, hein, il en démord pas, les deux devaient déjà s'affronter, je l'avais déjà dit. Et il lui dit hey, Josh Emmett, je sais que tu es en train d'essayer de m'éviter et que tu veux combattre quelqu'un qui est plus haut dans les classements, mais tout le monde est booké, tout le monde est pris, tout le monde. La carte de l'UFC 300 c'est quelque chose qui restera dans les histoires. Vas-y, on fait pas d'histoire et puis juste on se combat l'un et l'autre. Donc écoutez, Giga Chikadze, forcément, il est un peu dégoûté d'avoir laissé passer sa chance. Surtout que Josh Emmett a tapé un KO de dingue, donc ça fait pas forcément les affaires de Giga, qui aimerait revenir aux affaires le plus vite possible. Un tweet un peu bizarre de Magomed Ankalaev qui nous a tweeté un stylebender, donc c'est Israël Adesanya, avec un point, donc ouais, je veux te combattre, mais j'ai été voir sur Twitter, je retrouve pas le tweet comme s'il l'avait supprimé. Alors est-ce que c'est Twitter qui bug, ou est-ce qu'il a vraiment supprimé le tweet parce qu'on lui a dit ouais non, évite de trop chasser de personnes en même temps, mais je comprends sa situation, hein, Magomed. Il est censé, il pourrait maintenant affronter Pereira, il a fait ce qu'il faut, mais il y a Hill qui devrait revenir, Adesanya peut-être, donc il voit sûrement sa chance qui va lui glisser sous le nez. Et hier, je vous parlais du prochain adversaire de Mohamed Ousmane. Et je vous disais, ouais, c'est Barnett. Et je vous disais, ouais, il est connu pour un super coup de pied retourné qu'il a mis à l'adversaire. Et puis surtout, ses danses de célébration. Donc voilà, je vous passe ça à l'écran. Ça m'a fait plutôt rire. Et là, une grosse nouvelle. On a Cédric Doumbé qui tweet Bercy, j'arrive avec cette photo. Bon, écoutez, je sais pas trop quoi en dire parce que. Il devait affronter, enfin on nous dit qu'il va affronter Baki, lui il dit rien n'est signé. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent ouais il joue une partie de poker, il est en train de bluffer, il sait très bien se vendre. Peut-être, c'est possible. Bon, Bercy j'arrive, ça veut dire ce que ça veut dire. PFL à Paris. Est-ce qu'il sera main event? Il y a de fortes chances quand même qu'un PFL à Paris ce soit Cédric Doumbé le main event. Maintenant l'avenir nous le dira. On a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la minute auditeur.
Minute auditeur que je commence avec user EI9FQ, bon je lis pas toute la suite mais tu te seras reconnu, qui me dit: je comprends la sortie du coach d'Oliveira parce que Makhachev est un champion trop peu actif, depuis qu'il est champion il n'a combattu personne dans sa catégorie, juste Volkanovski de la catégorie en dessous, Dariush c'est Oliveira qui l'a pris, ensuite la revanche contre Oliveira, Makhachev la voulait encore à Abu Dhabi comme la première fois, alors ça je crois que c'était plutôt l'UFC mais je veux pas dire de bêtises, t'as peut-être raison. Et maintenant encore Tsarukyan, c'est Oliveira qui doit le prendre pendant que Makhachev parle, maintenant Geji parce qu'il sent une victoire facile au sol. Il cherche la facilité et laisse ses potentiels réels challengers s'éliminer entre eux. Il a certes battu Oliveira la première fois, mais il sait quand même qu'il reste le plus dangereux pour lui dans la catégorie, surtout qu'Oliveira est revanchard. Alors après, dans les commentaires, il y en a d'autres qui ont dit: ouais, non, je suis pas d'accord avec toi, etc. C'est bien, ça fait un petit débat, c'est marrant. Et puis, ouais, mais moi, je voyais pas les choses sous cet angle-là, mais je comprends ce que tu veux dire. T'as pris la ceinture, et puis là t'as combattu 2 fois le même mec, et nous on attend, on est sur le côté. Je comprends un petit peu ce que tu veux dire. Et puis bon, après malheureusement la deuxième fois c'est Oliveira qui s'est blessé, donc ça Makhachev il y est pour rien, il a pris Volkanovski. Est-ce que Oliveira est le plus dangereux pour Makhachev? Moi je pense que c'est Tsarukyan, mais de toute façon là il va y avoir le combat, donc on va avoir nos réponses. Et non, c'était un bon message parce que t'as un autre angle de vue que moi, et je pensais que c'était intéressant de le souligner. On a Patrick qui me dit: la conférence de presse Ngannou-Joshua peut paraître anodin et lunaire pour le MMA. En arrière-plan, on a pu apercevoir les 3 promoteurs de boxe qui se détestent réunis avec Francis, qui encore une fois secoue autant le noble art que l'UFC. Avec l'argent de l'Arabie Saoudite qui doit faire chauffer le cerveau de Dana, qui aurait pu imaginer il y a quelques mois le tour de force de l'ancien poids lourd de la catégorie reine, qui comme un roi est assis au milieu et pourra dire s'il fait un championnat du monde de boxe, pourra faire planer l'ombre de John Jones qui aura mis 3 ans pour monter et affronter le moins complet de l'UFC, donc ouais, Cyril Gane. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est que Francis Ngannou, vraiment, il est au top. Tout ce qu'il fait, ça marche. Il fait tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il l'a fait. C'est honnêtement, il est dans la forme de sa vie. Alors, il y a peut-être un jour où il perdra et où ça s'arrêtera, mais en tout cas, ce qu'il a fait, pour moi, c'est dans l'histoire. On a David Rousseau qui dit concernant les 5 rounds Benoît Saint-Denis-Poirier, Guillaume Pelletier a dit que c'était lui qui l'avait demandé après Info ou Intox. Bah ouais, écoute, peut-être, c'est possible, c'est aussi logique. Tu as pour ambition un jour d'aller chercher un title shot, donc ça sera 5 rounds, donc il faut faire des 5 rounds avant, je suis assez d'accord. Et il y en a plein qui disent, notamment Krill, qui me dit 5 rounds ou 3, de toute façon ça n'ira pas au-delà de 2, puis il y en a d'autres qui me l'ont dit. C'est sûr qu'avec l'intensité qu'il amène, Benoît Saint-Denis, il y a très forte chance que le combat s'arrête avant, mais en tout cas il aura eu la préparation mentale et physique pour un 5 rounds. Ensuite, on a Anthony Marco qui me dit: Gordon Ryan se dope comme une mule, donc ses mots d'estomac ne viennent pas de nulle part. Et t'es pas le seul à me dire ça, je crois que c'est Adrien qui me dit la même chose. Ouais, il me dit Gordon Ryan qui a des mots d'estomac. Ouais, c'est une chose qui arrive quand tu te charges comme une mule. Et ça, forcément, alors il y a peut-être aucun lien, je sais pas, moi je suis pas médecin, mais quand tu te charges et qu'il t'arrive des problèmes de santé, t'es obligé dans un coin de ta tête d'y penser, de te dire: ah là là, pourquoi j'ai fait ça, etc. Maintenant, bah voilà, il est face à ça. Peut-être que ça n'a aucun lien, mais on lui souhaite le meilleur. David Rousseau qui me dit: Ankalaev, c'est sûr qu'il n'a pas le Dana White privilège. Bon, bah ça, forcément. Et puis, on a user DP2BG, tu te reconnaîtras, c'est pareil. Même au mois de juin, il n'y aura pas d'UFC en Arabie Saoudite dû au contexte géopolitique mondial. Alors là, j'en sais rien du tout. Tu me l'apprends, je sais pas ce que ça va donner. Il y a eu un contrat de signé avec l'Arabie Saoudite. Après, s'il se passe des trucs de fou d'ici là, forcément ça n'aura pas lieu. Je sais pas du tout. Maintenant, je pense que dans l'avenir, il y en aura un. Est-ce que ce sera cette année ou pas? Je sais pas du tout pourquoi ça a été annulé, etc. On parle que la carte n'était pas assez n'était pas assez belle pour l'Arabie Saoudite. Donc, écoute, la réponse peut-être prochainement. Et on a Hoffmanoff qui me dit: salut à tous, Lapillus qui perd me conforte que l'UFC Paris mette que des chèvres et des chips et des pommes de terre contre les combattants français, cela me rend triste et c'est flagrant. UFC Paris, ils gagnent 2 années de suite et ils perdent à leur prochain combat, sauf Benoît Saint-Denis. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et ça c'est un truc qui revient souvent à l'UFC. Alors moi je l'aurais pas dit comme ça, je l'aurais pas charrié autant, mais oui, souvent on dit que l'UFC quand ils vont dans un pays, par exemple au Brésil, bah contre les Brésiliens ils vont mettre des mecs un peu moins bons pour les faire briller. Pareil en France, on avait entendu la critique. Après, écoute, c'est le business, je vais pas non plus manquer de respect ni aux combattants ni à leurs adversaires. Mais on sait que l'UFC fonctionne comme ça. De toute façon, une carrière, c'est pas que sur un combat. Donc si l'UFC te fait entre guillemets, un cadeau à l'UFC Paris, tu sais que plus tard, tu vas affronter la crème de la crème. Donc écoute, c'est comme ça, mais je vois très bien ce que tu veux dire et c'est quelque chose qu'on entend souvent, qui revient souvent. Je voulais quand même le dire. Et puis on a Genius GN4720 qui me dit: ouais, tu nous as dit en parlant de Chandler, pas la même cantine que McGregor. Chandler est passé un moment à la cantine Produit X. Rien que son beau ventre gonflé avec les abdos par-dessus MDR. Ouais, c'est vrai, hier j'étais barré dans mon truc, mais bon, je parlais dans le charriage McGregor-Chandler, mais oui, c'est sûr qu'il y a eu une époque où Chandler, il était aussi très suspect, très stupéfiant, j'ai envie de dire. Et puis là, comme je te disais, avec l'USADA qui s'en va, on sait pas trop ce que ça va donner, c'est assez opaque. Ça va peut-être être le retour de Super Mike.
Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, parlez-en autour de vous. On se retrouve demain à 17 h, salut!